Madrid, à la charnière des années 80 et 90, la ville lumière cachait des recoins d'une obscurité impénétrable. Dans le labyrinthe de ses ruelles sordides et sur les terrains vagues, là où la société détournait le regard, une terreur silencieuse s'est mise à ramper. Des corps ont commencé à apparaître, mais il ne s'agissait pas de simples décès dus à la misère. C'étaient les dépouilles des invisibles, des sans-abri dont la vie s'était éteinte dans une violence inouïe. Les cadavres étaient peu retrouvés brutalement mutilés, calcinés, leurs formes humaines profanées au-delà de l'imaginable. Une odeur de chair brûlée et de mort se mêlait à l'humidité des nuits madrilènes, instaurant une psychose parmi ceux qui n'avaient nulle part où se réfugier. La peur n'était pas celle d'un monstre venu d'ailleurs, mais d'une menace tapie au cœur même de leur communauté précaire, une ombre qui connaissait leurs habitudes, leurs peurs et leur solitude. Le spectre qui hantait ces âmes esseulées n'était pas une créature surnaturelle, mais un homme de chair et de sang, un reflet déformé de ses propres victimes. Francisco García Escalero, lui-même mendiant, arpentait les mêmes trottoirs froids. Diagnostiqué schizophrène, il était le jouet de voix impérieuses qui murmuraient des ordres de mort à son esprit tourmenté. Pour les autres habitants de la rue, il était une figure familière, peut-être étrange, mais inoffensive. Nul n'aurait pu deviner que derrière son regard perdu se cachait l'un des tueurs en série les plus effroyables que l'Espagne ait jamais connus. Ces crimes n'étaient pas de simples homicides, ils étaient des rituels macabres, une descente abominable dans les abysses de la nécrophilie et du cannibalisme, des actes qui défiaient toute compréhension humaine et qui transformaient les scènes de crime en autels d'une folie sanguinaire. La propagation de la nouvelle de ces meurtres a semé une panique sourde au sein de la population marginalisée de Madrid. La camaraderie fragile qui unissait les sans-abri, ce lien ténu tissé de bouteilles partagées et de coins de rue abrités, s'est effrité sous le poids de la suspicion. Chaque ombre devenait une menace, chaque nouvelle rencontre une potentielle sentence de mort. Le tueur semblait connaître intimement leur monde, ce qui rendait sa traque d'autant plus terrifiante. Il ne choisissait pas ses proies au hasard, il choisissait les siens. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un prédateur, mais celle d'un homme qui, persuadé d'être né pour la souffrance, avait décidé de graver sa destinée dans la chair des autres. Une plongée dans l'esprit d'un homme qui, en prétendant obéir à des démons intérieurs, est devenu le démon de toute une communauté. Francisco García Escalero n'était pas un monstre né du néant. Il était le produit d'une terre imbibée de chagrin et de violence. Venu au monde à Madrid en 1948, son berceau fut tragiquement placé à l'ombre du cimetière de l'Almudena. Dès ses premières années, les frontières entre la vie et la mort étaient poreuses, les processions funèbres et l'odeur des fleurs fanées faisant partie de son quotidien. Cette proximité morbide a planté en lui une graine de fascination pour le macabre, une curiosité que les abus incessants de son père ont arrosée de brutalité. Chaque coup reçu n'était pas seulement une blessure physique, mais une leçon tordue sur la nature de la souffrance, le préparant à une vie où la douleur serait la seule constante. Son parcours scolaire fut bref et chaotique, rapidement remplacé par les murs froids des maisons de correction et des institutions psychiatriques qui deviendront ses véritables foyers et universités du crime. Au cœur du labyrinthe de son esprit se nichaient les voix. Pour Escalero, ses hallucinations auditives n'étaient pas de simples murmures, mais des commandements divins, des ordres clairs et précis émanant d'une autorité supérieure qu'il ne pouvait, ni ne voulait, défier. Elle lui dictait de tuer, de purifier le monde par le sang et le feu, le convainquant que ses actes étaient sa mission, son destin inéluctable. Tourmenté, il a tenté de matérialiser cette fatalité sur sa propre peau, se faisant tatouer la phrase prophétique « N'assiste pas à souffrir ». Tu es né pour souffrir. Ce n'était pas une plainte, mais une acceptation, un pacte de sang avec sa propre damnation. Il est devenu l'apôtre de sa propre souffrance, un homme qui ne cherchait pas à fuir ses démons, mais à leur offrir des sacrifices pour apaiser leur fureur incessante qui grondait en lui. Sur les pavés de Madrid, Francisco était une silhouette fantomatique, un parmi tant d'autres. Son apparence était celle d'un homme brisé par la vie, ses vêtements usés jusqu'à la corde, son hygiène précaire, et une odeur aigre de vin bon marché et de solitude qui l'enveloppait comme un linceul. L'abus d'alcool et de drogue n'était pas une échappatoire, mais un carburant. Ces substances agissaient comme un amplificateur pour ses psychoses, démantelant les dernières barrières fragiles qui séparaient ses pulsions meurtrières de la réalité. Il se transformait alors en un prédateur redoutable,
son regard vide s'animant d'une lueur de détermination glaciale. Il utilisait les codes de la rue à son avantage, exploitant la camaraderie des démunis, offrant un verre pour gagner la confiance avant de déchaîner une violence que même les esprits les plus endurcis ne pouvaient concevoir. Les victimes de Francisco García Escalero étaient le reflet de sa propre existence misérable. Elles étaient les âmes invisibles de la ville, des sans-abri, des prostituées, des hommes et des femmes que la société avait déjà condamnés à l'oubli. Leur principale caractéristique n'était pas un attribut physique, mais une condition sociale, leur vulnérabilité absolue. Ces personnes luttaient quotidiennement contre la faim, le froid, la dépendance et le désespoir, et leur disparition ne suscitait que rarement l'inquiétude des autorités. Elles étaient des proies parfaites, non seulement parce qu'elles étaient physiquement accessibles, mais parce que leur mort ne laissait qu'un vide silencieux, un écho à peine perceptible dans le vacarme de la métropole. Elles étaient des fantômes de leur vivant, ce qui a permis à leurs bourreaux d'opérer pendant des années, cachant ces atrocités à la vue de tous, dans l'indifférence générale. Le lien qui unissait le tueur à ses victimes était une communion tragique et perverse. Escalero ne les chassait pas, comme un prédateur traque une proie étrangère. Il les approchait comme un frère de misère. Il connaissait leur langage, leurs besoins, leur lieu de refuge. Il exploitait le besoin humain fondamental de connexion, même le plus éphémère, en offrant une gorgée d'alcool ou la promesse d'un abri pour la nuit. C'était un piège tendu avec les appâts de la compassion et de la solidarité. Dans l'acte de tuer, il semblait chercher une forme tordue de rédemption ou d'anéantissement de soi. En profanant les corps de ceux qui lui ressemblaient, il attaquait peut-être l'image insupportable de sa propre déchéance, de sa propre souffrance. Chaque meurtre était un dialogue macabre avec lui-même, une tentative désespérée de faire taire les voix en sacrifiant des vies qui, comme la sienne, ne semblaient plus avoir de valeur pour personne. La genèse du monstre peut être tracée bien avant son premier meurtre, dans les couloirs stériles des institutions qui devaient Kef et le guérir. Dès 1970, Francisco García Escalero est interné pour la première fois, son esprit déjà un champ de bataille. Ses séjours en hôpital psychiatrique, loin de le soigner, semblent cristalliser ses pathologies, lui offrant un vocabulaire pour sa folie sans jamais en apaiser la source. Relâché dans un monde auquel il n'appartient pas, sa carrière criminelle débute modestement dans les années 70. Par des vols, du voyeurisme, des actes qui sont les prémices de sa violence future. Le point de rupture survient en 1973, avec une condamnation pour viol qui le jette derrière les barreaux pendant 12 ans. La prison devient alors son véritable moule, un environnement brutal où son sentiment d'être prédestiné à la souffrance se transforme en une certitude de fer, forgeant la colère qui explosera à sa libération. En août 1987, après plus d'une décennie d'incarcération, Escalero est de nouveau un homme libre. Mais la liberté n'est pour lui qu'un désert plus vaste. Il retrouve les rues de Madrid, un spectre revenu hanter ses anciens territoires. C'est là qu'il croise la route de Paula Martinez, une prostituée dont le destin va sceller celui d'Escalero. Dans une ruelle sombre, sous la promesse d'un moment partagé, il franchit la ligne invisible qui sépare le criminel du tueur en série. La violence de l'acte est sans précédent. Il la décapite et met le feu à son corps, inaugurant un modus operandi macabre qui deviendra sa signature sanglante. Ce premier meurtre n'est pas qu'un crime passionnel ou un vol qui a mal tourné. C'est un acte fondateur, un rituel barbare qui libère les voix dans sa tête et le consacre comme le prêtre de sa propre religion de la mort. Le meurtre de Paula Martinez n'était qu'un prélude. De 1987 à 1994, Escalero entame un règne de terreur silencieux, une chasse méthodique menée dans les bas-fonds de la capitale espagnole. Au moins 11 meurtres lui seront attribués, bien que le nombre réel puisse être plus élevé. Ses victimes sont invariablement choisies parmi ses pairs, les exclus. Le schéma se répète avec une constance effroyable, une approche amicale, souvent autour d'une bouteille, suivie d'une explosion de violence inouïe. Les crânes sont fracassés, les corps lardés de coups de couteau. Puis vient le feu, élément purificateur et destructeur, utilisé pour effacer les preuves, mais aussi, sans doute, pour accomplir un rituel connu de lui seul. Madrid dort, inconsciente du prédateur qui arpente ses rues, transformant les terrains vagues en cimetières clandestins. Pendant ces 7 années de carnage, les forces de l'ordre sont pratiquement aveugles. Comment traquer un tueur dont les victimes n'existent officiellement pas? Les sans-abri disparaissaient, sans que personne ne le signale. Leurs corps, quand ils étaient retrouvés,
étaient souvent si dégradés par le feu et les éléments qu'une identification formelle relevait du miracle. Les enquêteurs peinaient à relier les affaires. Chaque corps calciné était traité comme un drame isolé de la misère urbaine, un règlement de compte ou un accident tragique. L'idée d'un tueur en série s'attaquant spécifiquement aux mendiants semblait invraisemblable. L'ironie tragique est qu'Escalero n'était pas un fantôme insaisissable. Il était là, sous leurs yeux, dormant dans les mêmes refuges, partageant le même vin que ses futures victimes, protégé par le voile d'indifférence que la société avait jeté sur tout son monde. Le début de la fin pour Escalero commence par une évasion en avril 1994. Interné une fois de plus dans un hôpital psychiatrique, il profite d'un relâchement de la surveillance pour s'échapper en compagnie d'un autre patient, Victor Luis Criado. Pour les deux hommes, c'est une course éperdue vers une liberté précaire. Mais pour Escalero, la liberté signifie aussi être de nouveau seul avec ses démons, sans les murs d'une institution pour contenir ses pulsions. La camaraderie de l'évasion est de courte durée. Les voix, jamais silencieuses, recommencent à exiger leur tribut de sang. La présence de Criado, compagnon d'infortune, se transforme rapidement en une opportunité. Pour lui, chaque rencontre est désormais une tentation, chaque personne une victime potentielle. Le destin de Victor Luis Criado est scellé dès l'instant où ils franchissent les portes de l'hôpital. Peu de temps après leur fuite, le corps de Victor Luis Criado est découvert. La mort est violente, portant la marque indubitable d'Escalero. Mais cette fois, la victime n'est pas un anonyme. C'est un patient dont la disparition a été signalée, un homme avec un nom et un dossier. Les enquêteurs font immédiatement le lien. Deux hommes se sont échappés ensemble. L'un est retrouvé mort. L'autre, Francisco Garcia Escalero, devient instantanément le suspect numéro 1. Pour la première fois, la police a un visage à mettre sur le fantôme, une piste tangible à suivre. L'invisibilité qui avait été son meilleur atout pendant des années vient de se retourner contre lui. Le meurtre de son compagnon d'évasion est l'erreur fatale, l'acte de trop qui va éclairer d'une lumière crue la longue série de ses crimes restés dans l'ombre. L'arrestation d'Escalero se fait sans résistance. Les policiers le trouvent dans son élément, errant dans les rues, l'esprit embrumé par l'alcool. Il semble presque attendre sa capture, comme un acteur fatigué à la fin d'une pièce macabre. C'est lors de l'interrogatoire que l'ampleur de l'horreur éclate. Venus pour l'interroger sur un seul meurtre, les inspecteurs se retrouvent face à un homme qui, avec un calme déconcertant, se met à vider son sac. Il avoue pour Criado, puis il continue. Il parle de Paula, des autres mendiants, décrivant avec une précision glaçante les lieux, les méthodes, les mutilations, les actes de nécrophilie et de cannibalisme. Le commissariat devient la scène d'une confession fleuve, transformant le suspect d'un homicide en l'un des pires tueurs en série de l'histoire de l'Espagne, laissant les enquêteurs pétrifiés par la monstruosité qu'ils viennent de démasquer. En février 1995, le procès de Francisco Garcia Escalero n'est pas celui de sa culpabilité, écrasante et avouée, mais celui de sa santé mentale. Les experts se succèdent pour décrire un esprit ravagé par une schizophrénie paranoïde sévère, aggravée par un alcoolisme chronique. Le verdict tombe sans surprise. Il est déclaré pénalement irresponsable. Il échappe à la prison, mais pas à l'enfermement. Il est condamné à être interné à vie dans l'hôpital psychiatrique pénitentiaire d'Alicante, une forteresse pour esprits malades et dangereux. La justice des hommes a rendu sa décision, le plaçant dans une zone grise entre punition et traitement. Le Matamendigos est neutralisé, sa carrière criminelle officiellement terminée. Il passera le reste de sa vie dans cet asile, jusqu'à sa mort en 2014, emportant avec lui les secrets des voix qui l'ont commandé. La nuit madrilène est sa cathédrale, et le néon des bars, ses vitraux. Du point de vue de Francisco, la ville se transforme en un terrain de chasse. Chaque ombre est une promesse, chaque silhouette solitaire, un appel. Le vent froid qui balaie les trottoirs ne lui apporte pas le frisson, mais l'odeur de la proie, un mélange de vin, de sueur et de peur. Dans sa tête, le chœur des voix s'intensifie, passant d'un murmure lancinant à un ordre hurlant. Elles exigent un sacrifice. La compulsion monte en lui comme une fièvre, une pression intolérable derrière ses yeux. Il aperçoit une forme recroquevillée dans l'embrasure d'une porte. Un homme endormi ou ivre. Est-ce lui? Les voix s'apaisent un instant, comme si elles approuvaient. Le choix semble à la fois arbitraire et divinement orchestré. Il s'approche, non pas comme un homme, mais comme une incarnation de la fatalité. Changeons de perspective. C'est Juan. Il a 60 ans, mais en paraît 20 de plus.
Le froid s'infiltre à travers son manteau usé. Il vient de rassembler assez de pièces pour une petite bouteille de vin, son seul réconfort contre l'humidité de la nuit. En buvant une gorgée, il ferme les yeux et se souvient d'un autre temps, d'une femme qu'il a aimée, d'un travail qu'il a eu. C'est un flash de chaleur dans un océan de glace. Soudain des pas. Son corps se crispe, le réflexe de survie de la rue. Mais il reconnaît le visage qui sort de l'ombre. C'est Francisco, un autre naufragé. Ce dernier lui tend une bouteille, plus grande, et lui offre de la partager. Juan hésite. La méfiance est une armure, mais la solitude est un poison. Le désir de chaleur humaine, d'un simple moment de communion, l'emporte. Il accepte. Le spectateur, lui, retient son souffle, assistant impuissant à la signature d'un pacte mortel. Retour dans la salle d'interrogatoire. L'air est lourd, vicié. Face à lui, un inspecteur au visage fatigué écoute, son stylo suspendu au-dessus de son carnet. Escalero parle d'une voix égale, presque monotone, comme s'il décrivait une journée de travail ordinaire. Il raconte sa rencontre avec l'un des mendiants, omettant la violence pour se concentrer sur des détails d'une banalité terrifiante. Il avait des chaussures trouées. On pouvait voir son gros orteil, dit-il avec un léger sourire. Puis, sans transition, il décrit comment il a utilisé le feu. La graisse humaine crépite, vous savez, comme du porc sur le grill. Le silence qui suit est assourdissant. L'inspecteur déglutit difficilement. Son regard se perd un instant. La tension n'est pas dans ce qui est dit, mais dans le gouffre que ces mots révèlent. Un esprit où la plus extrême des barbaries cohabite avec la plus plate des normalités. Une nuit de patrouille ordinaire, quelques mois avant son arrestation. Une voiture de police roule au pas dans une zone industrielle désertée, connue pour être un refuge pour les sans-abri. Les phares balayant un terrain vague, illuminant brièvement un petit groupe d'hommes rassemblés autour d'un feu de fortune. L'un d'eux, c'est Escalero. Il lève une bouteille en direction de la voiture, un geste mi-amical, mi-défend. Les deux agents à l'intérieur échangent un regard las. Ce ne sont que des ivrognes. « Circulez, pas de problème ici », lance l'un d'eux par la fenêtre ouverte, avant que la voiture ne poursuive sa ronde. La caméra s'attarde sur Escalero, qui regarde le véhicule s'éloigner, un sourire énigmatique aux lèvres. À ses pieds, à peine visible dans la pénombre, gît le corps de l'homme avec qui il partageait sa boisson quelques minutes plus tôt. La chance, ou le destin, vient de lui accorder un sursis. La peur est un poison qui se propage lentement. Dans les soupes populaires et les dortoirs d'urgence, les conversations se font à voix basse. Les nouvelles circulent, déformées par la rumeur et la panique. On parle de l'homme au feu, du nettoyeur. Un autre ami a disparu. Une autre place est vide le matin. La communauté des invisibles, déjà fragilisée par la misère, se fracture sous l'effet de la paranoïa. Les regards deviennent suspicieux. Une main tendue peut cacher un couteau. Une offre de partage peut être un piège. La menace est d'autant plus terrifiante qu'elle n'a pas de visage. Ils imaginent un monstre venu de l'extérieur, un justicier fou, sans jamais soupçonner que le loup est dans la bergerie, qu'il a le même visage fatigué, les mêmes vêtements sales, et qu'il écoute leurs murmures effrayés avec une attention placide, choisissant peut-être sa prochaine victime parmi ceux qui le craignent le plus. L'esprit de Francisco García Escalero est un territoire fracturé où la victime et le bourreau coexistent dans une dualité effroyable. Pour comprendre le prédateur, il faut d'abord regarder l'enfant terrorisé par un père violent, le jeune homme perdu dans les limbes d'une maladie mentale non maîtrisée. Il a été, sans l'ombre d'un doute, une victime de sa naissance, de son environnement et de sa biologie. Cependant, cette souffrance originelle n'a pas engendré de l'empathie, mais s'est métastasée en une cruauté sans borne. La douleur qu'il a subie est devenue le prisme à travers lequel il percevait le monde, et sa réponse fut de devenir un agent de cette même douleur. Les voix dans sa tête lui ont fourni une justification, un cadre narratif pour transformer sa rage impuissante en un pouvoir de vie et de mort sur ceux qui lui rappelaient sa propre condition misérable. Les hallucinations auditives d'Escalero étaient peut-être bien plus qu'un simple symptôme de schizophrénie. Elles étaient le langage de son âme dévastée. Ces voix n'étaient pas une force extérieure le contraignant contre sa volonté. Il les a plutôt accueillies comme des guides, des complices qui donnaient un sens à son chaos intérieur. Elles ont structuré sa folie, la transformant d'une angoisse passive en une mission active. La question fondamentale demeure. Était-il un automate répondant aux ordres de sa psychose? Ou a-t-il consciemment pactisé avec ses démons? Le tatouage « n'assiste pas à souffrir » suggère une acceptation totale de son identité de paria maudit. Il n'a pas lutté contre son destin. Il l'a embrassé et l'a érigé en une philosophie macabre, faisant de ses meurtres
non pas des crimes, mais l'accomplissement inévitable d'une prophétie qu'il s'était lui-même gravée dans la peau. Le drame d'Escalero est aussi une mise en accusation cinglante d'une société qui choisit ses invisibles. Madrid, à cette époque, prospérait en marge de ses citoyens les plus démunis. La population de la rue n'était pas seulement pauvre, elle était effacée du paysage social, reléguée dans des zones d'ombre où la vie humaine avait moins de valeur. Cette indifférence collective a fourni à Escalero le camouflage parfait. Il n'a pas eu besoin de se cacher, car il opérait dans un monde que personne ne regardait. Ses victimes disparaissaient dans un silence quasi total, leur absence ne créant aucune alarme. L'invisibilité sociale n'était pas une simple circonstance, mais l'arme principale du tueur, un permis de chasser tacite accordé par une société qui avait déjà, à bien des égards, déshumanisé ses proies, bien avant qu'il ne les tue. Le parcours de vie d'Escalero est une odyssée tragique à travers les failles des institutions. Chaque étape de son existence est marquée par l'échec d'un système supposé protégé et réhabilité. Sa famille abusive a échoué à le nourrir. Les maisons de correction ont échoué à le corriger, ne faisant qu'endurcir sa révolte. Les hôpitaux psychiatriques, manquant de moyens ou de compréhension, ont échoué à le soigner, le relâchant à plusieurs reprises sans véritable suivi. Enfin, la prison a échoué à le transformer, ne réussissant qu'à incuber sa haine et sa folie. Escalero est le produit monstrueux de ces échecs en cascade. Il incarne la question dérangeante de la responsabilité collective. Un homme comme lui est-il uniquement l'architecte de son propre mal? Ou est-il aussi la créature d'un système social et sanitaire qu'il a abandonné à chaque carrefour de sa vie? Il est essentiel de se pencher sur la psychologie des victimes pour comprendre la mécanique du piège. Elles n'étaient pas seulement physiquement vulnérables, mais aussi psychologiquement exposées. La vie dans la rue est une épreuve constante qui brise l'esprit, engendrant une méfiance profonde, mais aussi un besoin criant de connexion humaine. Beaucoup luttaient contre leurs propres démons. Dépendance, maladie mentale, souvenir d'une vie perdue. L'offre d'Escalero, partager une bouteille, échanger quelques mots, était une promesse de répit, une illusion de normalité dans un quotidien inhumain. Ils n'exploitaient pas leur faiblesse, mais leur humanité résiduelle, leur désir d'échapper, ne serait-ce qu'un instant, à une solitude écrasante. C'est l'ironie la plus cruelle de cette histoire. Leur quête d'un bref moment de chaleur les a conduits directement au cœur des ténèbres. Le véritable point culminant de cette affaire n'est pas une course-poursuite haletante ou une confrontation armée, mais un moment de pure horreur psychologique, niché dans le silence d'une salle d'interrogatoire. Alors que les inspecteurs pensent avoir tout entendu, ils pressent Escalero pour obtenir plus de détails sur ses rituels post-mortem. C'est là que le voile se déchire complètement. Avec une froideur clinique, il commence à décrire ses actes de nécrophilie, parlant des cadavres non comme des restes humains, mais comme des objets pour assouvir des pulsions sexuelles dénaturées. Puis il aborde le cannibalisme, racontant comment il a goûté à la chair de ses victimes, non par faim, mais par une curiosité morbide, pour voir quel goût ça avait. L'air de la pièce devient irrespirable. Les enquêteurs, endurcis par des années de service, sont visiblement ébranlés. Le monstre n'est plus une métaphore, il est assis en face d'eux et il leur sourit. Le procès qui s'ensuit est un spectacle macabre, une tentative de la société de contenir et de comprendre une folie qui dépasse l'entendement. La salle d'audience est comble, attirant une foule de journalistes et de curieux avides de voir le visage du Matamendigos. Mais l'homme dans le box des accusés est une déception pour ceux qui attendaient un monstre théâtral. C'est une figure frêle, soumise, presque absente. Le drame ne se joue pas dans ses dénégations, car il a tout avoué, mais dans les joutes verbales entre les psychiatres. Chaque expert tente de cartographier son esprit dévasté, utilisant des termes comme schizophrénie paranoïde, délire mystique et psychose chronique. Le procès devient moins une question de culpabilité que de diagnostic, transformant la cour de justice en un amphithéâtre où l'on dissèque publiquement une âme malade, laissant chacun avec la certitude qu'aucune sentence ne pourra jamais réparer de telles horreurs. Le verdict tombe comme une conclusion inévitable. Francisco García Escalero est jugé pénalement irresponsable de ses actes. Il n'ira pas en prison. À la place, il est condamné à un enfermement à perpétuité dans l'hôpital psychiatrique pénitentiaire d'Alicante, une institution de haute sécurité, conçue pour les esprits les plus dangereux et les plus dérangés du pays. Pour le public, la décision est source de malaise.
Une partie de l'opinion crie à l'injustice, estimant qu'il a échappé à une véritable punition. Pour d'autres, c'est la reconnaissance que le système judiciaire a ses limites face à la maladie mentale. Pour Escalero, c'est simplement le dernier maillon d'une chaîne d'enfermement qui a défini sa vie. Il a échangé une prison de béton contre une prison chimique et psychologique destinée à finir ses jours dans un monde aseptisé, sous le regard constant de ceux qui le craignent et le soignent. Les conséquences de cette saga macabre se répercutent douloureusement sur les rares familles qui ont pu être identifiées. Pour elles, le procès ravive des blessures profondes, les forçant à confronter non seulement la perte d'un être cher, mais aussi l'extrême brutalité de sa fin. Leur deuil est teinté de la honte sociale associée à la vie dans la rue, une tragédie privée amplifiée par l'horreur publique. Pour la communauté des sans-abri, la capture d'Escalero apporte un soulagement teinté d'amertume. Le Mata Mendigos est devenu une légende noire, un croque-mitaine pour adultes qui hante leurs nuits. L'attention médiatique intense qu'a suscité l'affaire a brièvement éclairé leur existence précaire. Mais une fois les caméras parties, l'indifférence est retombée comme un lourd manteau, les laissant à nouveau seuls avec leurs peurs et leurs fantômes. Le dénouement final de la vie de Francisco García Escalero est d'une banalité déconcertante au regard de la fureur de ses crimes. Les années passent dans la routine morne de l'institution d'Alicante. Les médicaments puissants parviennent peut-être à étouffer les voix, ou peut-être deviennent-elles ses seules compagnes dans sa longue solitude. Il vieillit, sa silhouette se voûte, son regard perd de son intensité. En 2014, il meurt de cause naturelle, un simple corps qui cesse de fonctionner dans un lit d'hôpital. Pas de confession finale, pas de mots de regret, pas d'éclair de lucidité. La fin de sa vie est un simple point final administratif dans un dossier médical. Le contraste entre la violence apocalyptique de ses actes et le silence de sa mort est saisissant. Il laisse derrière lui une traînée de cadavres et une question éternelle. Comment une telle tempête de cruauté a-t-elle pu prendre fin dans un soupir aussi silencieux? L'affaire Francisco García Escalero nous contraint à porter le regard sur les ombres que notre propre société engendre et tolère. Son histoire n'est pas seulement la chronique d'un esprit dément, mais un miroir sombre, tendu à notre indifférence collective. Elle nous interroge sur la valeur que nous accordons réellement à une vie humaine, surtout lorsque celle-ci se déroule en marge, sur le fil précaire de la pauvreté et de la maladie mentale. Le Mata Mendigos n'a pas surgi du néant. Il a germé dans les fissures d'un système qui l'a négligé et d'une communauté qui a refusé de le voir, lui et ses victimes. Sa trajectoire sanglante nous laisse avec une question troublante et essentielle. Qui est le véritable monstre? L'homme qui commet des atrocités sous l'emprise de la folie? Ou une société qui, par sa négligence et son mépris, cultive le terreau où de tels monstres peuvent s'épanouir en toute impunité?